On se régale parce que ça faisait longtemps qu'on avait envie, tous les trois, de remonter une petite formation de jazz en trio. Et du coup, c'est une véritable redécouverte pour nous trois, c'est une véritable passion aussi. Et du coup, on se disait que voilà, on avait bien envie de faire profiter un peu de notre travail au public de l'école, en particulier, mais aussi aux autres personnes qui sont là, qui sont à l'école, pour partager un peu cette passion du jazz et vous expliquer, et vous raconter un petit peu aussi ce qu'on peut en dire de ce jazz. Alors bon, le jazz, c'est très vaste, hein, encore une fois, c'est un domaine musical tellement vaste et tellement étendu dans l'histoire, dans les années, que c'est très difficile de tout résumer en l'espace d'une heure ou une heure et demie. Mais en gros, on va essayer d'en parler un petit peu et de dire quelques petites choses essentielles, ainsi que quelques anecdotes un peu marrantes sur le style. Alors, tout d'abord, je voulais juste présenter, on va tout de suite attaquer avec un morceau. Juste pour vous préciser qu'on va commencer par le commencement dans l'histoire du jazz, c'est-à-dire le blues. C'est de là, effectivement, qu'est né le jazz. Alors, si on voulait résumer assez simplement, on peut dire que le blues est apparu en gros vers la fin du 19e siècle. Il est un peu le résultat d'un mélange entre la musique occidentale et l'apport culturel des Slaves africains qui sont arrivés aux Amériques et qui ont fait un étrange mélange finalement entre notre culture musicale et la leur. Et ça a donné donc un tout nouveau style qu'on a appelé à l'époque donc le blues. Et ce style-là était plutôt joué en général à la guitare d'ailleurs et chanté, puisqu'il s'agissait essentiellement de raconter un peu sa vie à travers des chansons sans grande prétention, mais juste expliquer soit effectivement quelles sont les conditions de vie dans lesquelles on vit, quelles sont nos peines d'amour, de santé ou autre, voilà. Donc le blues parle de tout et de rien, mais raconte la vie de ces hommes-là. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'effectivement ce nouveau style, le blues, va tellement fonctionner, tellement bien marcher, qu'il va donner naissance ensuite au jazz. Et ce qu'on va jouer en tout premier pour vous ce soir, c'est un morceau qui à l'origine est de Jimmy Forrest, qui s'appelle Night Train, qui a été composé en 1951, et qui est en fait un blues destiné à être joué ici en trio, et donc pas forcément représentatif du blues, si vous voulez, aux origines, c'est-à-dire guitare et chant, mais là pour le coup un blues qui est un petit peu plus sophistiqué, qui est déjà du jazz, et on est donc dans la période dite swing, qui commence à peu près dans les années 30, et qui est, vous allez voir, une façon particulière de faire fonctionner rythmiquement la musique. Voilà, bonne écoute.
voilà, donc comme je l'ai expliqué juste avant, le jazz, un mélange entre le style issu de notre musique occidentale, c'est le style classique, et les mélodies et le style africain. Le mélange des deux a donné le blues, ces couleurs-là, vous voyez, c'est vraiment une couleur particulière au niveau des accords, des harmonies, etc. On a vraiment quelque chose de très spécifique à ce style-là. Et la richesse de cette musique, cette richesse harmonique, elle est due vraiment à la rencontre de ces deux systèmes, qui a fait finalement un système encore plus riche que ce qu'on avait avant. C'est le résultat de ce métissage. Et ce qui est assez intéressant dans le jazz, c'est qu'il y a vraiment cette approche finalement très libre, bien que complexe, mais toutefois très libre de la musique, avec toujours l'idée d'une improvisation derrière. Voilà. Ça nous vient sûrement de cette culture africaine, et c'est quelque chose qui marque vraiment le jazz. Et je crois que s'il y avait déjà une chose qu'on pouvait dire sur le jazz en général, tous les styles de jazz confondus, c'est bien justement cette liberté d'improviser, quel que soit le morceau sur lequel on s'appuie, quel que soit le style finalement sur lequel on se greffe dans le jazz. Voilà. Alors juste pour la petite anecdote rigolote, j'ai une petite citation ici qui devrait vous donner une bonne idée. C'est une citation de Art Blakey. Art Blakey, c'est celui qui a fondé dans les années 30 l'orchestre les Jazz Messengers, qui est un des plus connus des orchestres de swing. Il a dit: un jour, quelqu'un a joué une fausse note et le jazz est né. Je trouve que ça résume très bien, effectivement, l'idée du jazz, c'est-à-dire que c'est en fait, en permanence, une prise de risque, le jazz. Puisqu'on est tout le temps dans l'improvisation, puisqu'on est tout le temps dans l'écoute des uns des autres et dans tenter des choses, effectivement, il y a toujours ce risque d'entendre parfois des fausses notes, mais en réalité, c'est pas problématique tant que l'énergie, l'intention est présente. C'est ça qui compte, finalement, dans ce style-là. C'est le plus important. Donc voilà, alors on va enchaîner maintenant avec un deuxième morceau qui s'appelle Tintindeo, qui est un morceau écrit par Shano Pozo en 1947, qui a été repris par un très grand pianiste, d'ailleurs sur lequel s'appuyait aussi la version du morceau précédent, qui s'appelle Oscar Peterson, voilà, dont je suis un grand fan, moi personnellement, et d'ailleurs les deux autres aussi, hein, je crois que je peux le dire. Et donc ce morceau-là, il est intéressant parce que vous allez pouvoir y entendre, dans sa structure rythmique, quelque chose qui nous rappelle un peu l'Afrique, puisqu'il y a vraiment à l'intérieur du morceau, vous verrez, des passages qui sont basés sur des percussions qui rappellent vraiment les rythmes africains. Et c'est une période, donc là on est plus dans les années 40, 50, on est dans une période où les musiciens de jazz veulent réaffirmer leurs origines africaines un petit peu plus, voilà, parce que c'est vrai que le jazz, pendant toute la période swing, était essentiellement joué pour des publics blancs. Et ça va évoluer un petit peu différemment, puisque progressivement le jazz va être aussi joué pour la population nord-américaine, et avec une intention de réaffirmer un petit peu la culture africaine aussi. Et donc ce morceau-là est un bon exemple, il s'appelle donc Tintindeo. Et je vous donne aussi une autre petite citation que je trouve assez intéressante, parce qu'elle est à la fois un petit peu douteuse, et en même temps extrêmement, comment dire, bien vue. C'est Jean-Paul Sartre qui disait « Le jazz, c'est comme les bananes. Ça se consomme sur place. » Donc voilà, à voir. Qu'est-ce qu'on en pense, la situation avec les bananes. Bon, en tout cas, l'idée, c'est que, une chose est sûre, c'est que le jazz, c'est jamais la même chose d'un concert à un autre, puisque c'est de la musique improvisée, puisque c'est toujours une prise de risque différente. Forcément, voilà, la version que vous allez entendre aujourd'hui ne sera pas la même que celle qu'on pourra jouer peut-être dans 2 mois ou 3 mois au prochain concert. Allez, c'est parti, Tintindeo.
Ah oui, ben voilà. Alors justement c'est ça, hein, les instruments ça vibre, hein, c'est la vie. Hein. Et forcément poser ces attentions, c'est pas forcément une très bonne idée, hein, ça tombe forcément. Bon, super. Eh bien, écoutez, voilà, donc là on a fait donc, un petit voyage un petit peu dans le blues. Vous avez vu, c'est pas tout à fait le même style, hein, entre le premier et le second morceau déjà. Il y a déjà un petit peu d'histoire entre les deux. Avec, vous avez tous senti un petit peu ce côté africain, le rythme africain qui avance celui-là. Alors c'est dans certains passages, hein, donc ça demande un petit peu à y être vraiment attentif. Alors maintenant je vais vous parler d'une autre période du jazz, enfin tout ça ça se passe à peu près au même moment, mais c'est la période dite du swing, des grands orchestres de swing. En fait c'est une période qui est dédiée à la composition pour beaucoup en fait de chansons, de véritables chansons, qui vont être appelées d'ailleurs des standards ensuite dans le jazz. Et ces chansons-là, elles ont un rapport quand même à Love, il n'y a pas de plus grand amour, qui a été composé par Isham Jones en 1936, vous voyez. Donc les années swing, on va dire qu'en gros, c'est quoi, des années 30 aux années 40 à peu près, cette période-là. Donc voilà, toute cette musique qu'on joue, vous voyez, c'est à peu près dans la même période, ça coexiste. Et s'il y a quelque chose qui est fantastique dans le jazz, c'est qu'il a généré plein de styles différents. Parce que le jazz, c'est vraiment complexe, il y a beaucoup de périodes et de styles différents. Mais tous ces styles ont coexisté historiquement et sans conflit. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de dire oui, toi tu joues du blues, donc toi t'es has-been, c'est plus ça maintenant, c'est plus le blues, maintenant c'est le swing. En fait, non, certains artistes continuent à jouer du blues jusqu'aux années 60, 70, et même encore aujourd'hui, vous voyez. Et on va voir que le swing c'est pareil. Je veux dire, il y a toujours des artistes aujourd'hui pour jouer du swing. Je veux dire, le jazz, c'est fantastique, il a eu une évolution très rapide en un siècle. Il a inventé plein de directions différentes.
mais en même temps, voilà, tous les artistes ont porté ces styles jusqu'à maintenant, sans que jamais ils ne disparaissent. Bon, c'est ça qui est assez fascinant. Alors pareil, une petite citation avant d'attaquer ce morceau, j'ai préparé ça, je trouve, c'est très bien préparé. Hein. Alors cette fois-ci, c'est George Gershwin, donc voilà, le monsieur de Rhapsody in Blue, hein, qui est une pièce pour orchestre, donc vous voyez, où là, on a justement, c'est intéressant, c'est un compositeur américain qui a mélangé un petit peu le style de l'orchestre classique avec le blues, et donc qui a fait la Rhapsody in Blue, qui est très très connue, qui est une pièce très connue. Lui-même disait ceci du jazz, la vie, c'est vraiment comme le jazz, c'est mieux quand on improvise. Allez, c'est parti. Pas trop d'actualité. Oui.
Ça demande un peu d'énergie quand même, le jeu du jazz. Voilà. Bon, ben vous avez vu là, ce qui était intéressant dans cette version qu'on a montée ensemble, c'est qu'il y a des moments consacrés à chaque instrument. Où, voilà, moi je lâche un peu le piano, c'est bien aussi, des fois je sais respirer un petit peu. Et donc on a pu entendre la contrebasse, effectivement. Alors la contrebasse, vous savez, dans le jazz, on l'appelle la grand-mère. Alors elle porte bien son nom parce que c'est un instrument qui, par son volume et son mode de jeu, la manière d'en jouer, fait qu'effectivement, on ne peut pas jouer aussi vite que sur un saxophone, ou alors... c'est vraiment plateau, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est un instrument qui pose l'orchestre de jazz. Hein. Alors l'orchestre, parce que effectivement, la contrebasse peut accompagner un orchestre entier comme un petit trio. Mais c'est vraiment l'instrument qui nous donne, si vous voulez, la pulsation, voilà, qui nous permet de vraiment s'asseoir sur la rythmique et de pouvoir après se balader dessus, quoi. Improviser des mélodies, etc. La batterie, elle, dans son rôle, c'est effectivement de donner cette pulse aussi, de faire avancer le tempo. Et il y a quelque chose de caractéristique dans le jeu de la batterie, effectivement, en jazz, c'est le jeu sur la ride, qui s'appelle la samba ride. Tu te montres un petit peu ce que ça donne en même temps. Voilà. Plus rapidement. Donc ça porte un nom, hein. Ça s'appelle le shabada. Voilà, c'est ça, c'est le shabada en fait, c'est le terme caractéristique. Alors, peut-être qu'on peut remarquer tout de suite que voilà, on n'est pas du tout dans le même jeu que dans le rock, par exemple, hein, pour prendre que cet exemple-là. Vous voyez que c'est très léger, finalement, le jeu de la batterie. Et d'ailleurs, le batteur n'est pas tenu forcément de tout le temps garder non plus ça. Il est libre, comme tous les autres, d'improviser autour de ça. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment cette liberté, même dans le jeu de la rythmique. Et c'est vraiment pas un jeu de batterie où on va appuyer avec le pied, pour, pas comme les musiques actuelles, là, où on met vraiment beaucoup de basses et de pieds. Ici, c'est plus léger, c'est beaucoup plus subtil dans le jazz. Donc c'est vrai que ce côté aérien du rythme du jazz, c'est peut-être quelque chose qu'on retrouve, quel que soit finalement le style de jazz. Voilà, c'est ça, cette légèreté, cette façon très légère de jouer à la batterie. Oui, non, c'était pour dire que le rôle de la grosse caisse, c'est d'appuyer un petit peu les notes de la contrebasse. Oui. Le joue comme ça, il faut qu'elle soit juste en résonance avec... Exactement, c'est ça, voilà. Elle vient appuyer le jeu de la contrebasse. Et d'ailleurs, le fait souligne aussi les blocages, les rythmes de cuivre. Oui, voilà, exactement, voilà, c'est ça. En fait, la batterie a un rôle un peu de surligneur quelque part dans la musique. Et c'est intéressant que tu montrais parce qu'effectivement, ce jeu au pied régulier, là, hein, qui donne la pulsation, quand la basse joue avec le pied, on peut voir un petit exemple, vous faites ça. Voilà, là vous avez tout le son du jazz. En fait, ce qui fait la basse, ça s'appelle le walking bass, c'est-à-dire la basse qui marche. Voilà. C'est cette base-là qui est très légère, vous voyez, hein, très sautillante, que voilà, on peut jouer en toute liberté dans le jazz. Il n'y a pas effectivement de temps qui soit vraiment marqué de manière très nettement plus forte que les autres. L'organisation rythmique, elle est assez stable finalement tout le long, et ça permet beaucoup de liberté par-dessus. Donc voilà. Donc voilà, on voulait vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. Le côté swing, c'est-à-dire le côté danse, oui. Comme dans toute la musique de danse, oui, tout à fait. De la techno ou du discours, c'est boum, oui. boum. Ah ouais, voilà. Et le swing, c'est vrai qu'il faut rappeler que le swing était dansé, hein. C'est quand même une musique dansée, c'est pas non plus seulement une musique qui s'écoute, ça peut vraiment se danser aussi également. Voilà, et après, bon, pour parler vite fait du piano, le piano, vous avez compris, le rôle c'est en général de donner les thèmes, de jouer les mélodies, d'improviser aussi à son tour, quand son tour arrive. Et ce qui est intéressant de voir dans le jeu du piano jazz, c'est que par rapport à un jeu classique, c'est la grande différence, c'est que la main gauche du pianiste de jazz se contente d'appuyer effectivement les notes de la contrebasse en y posant quelques petites notes qui sont des accords, et qui sont très, très légers aussi. Et parfois aussi très dissonant. Voilà, c'est ça en fait. Donc c'est vraiment des petits appuis rythmiques, c'est le rôle de la main gauche. Ce n'est pas une grande main gauche qu'on pourrait avoir chez Beethoven par exemple, ou chez d'autres compositeurs où vous avez vraiment beaucoup de basses, etc. C'est très léger pour laisser justement toute la place à la contrebasse de venir se placer dans les graves. Voilà, c'est ça. Donc ça c'était pour faire une petite explication rapidement du fonctionnement du trio. Donc le trio, il faut savoir que c'est la base de la rythmique en jazz. Même dans les grands orchestres, vous avez toujours ce minimum-là, c'est-à-dire basse, batterie, piano, quoi. Éventuellement le piano, on peut le remplacer avec la guitare aussi. Des fois ça peut se faire. Hein. Il peut y avoir les deux aussi. Il peut y avoir les deux aussi. Ce qui est d'ailleurs pas toujours évident, parce que guitare et piano ont un peu le même rôle.
en jazz, hein, justement de marquer ces petits accords là, qui accompagnent. Et donc là, il faut bien s'organiser avec son copain guitariste pour que, voilà, que ça se marche pas trop dessus du rythme. Ouais, ça c'est un vrai savoir-faire aussi également. Ok, alors maintenant on va enchaîner avec un jazz un peu différent. Bonjour. Un jazz légèrement différent puisque nous allons partir maintenant en Amérique du Sud. Et là, ce que j'ai envie de vous raconter, c'est tout simplement le fait que le jazz fait partie de ces musiques que l'on peut dire, entre guillemets quand même, mondialisées. C'est-à-dire que c'est une musique qui a voyagé dans plein de cultures et qui a été appropriée par plein de cultures et puis également les musiciens. Voilà, fusionné même carrément avec plein d'autres cultures musicales. Et vous savez, on considère que la première musique mondialisée, c'est la musique baroque. Donc ça remonte quand même il y a longtemps. C'était le XVIIe siècle, d'accord. Donc c'est quand même très, même avant, le XVIIe siècle. Et donc effectivement le jazz fait partie de ces grands courants de musique qui ont parcouru le monde entier. Et donc qu'est-ce qui se passe en Amérique du Sud? Eh bien il se passe que dans les années 50, il y a un rejet à Rio de Janeiro, au Brésil, de la musique traditionnelle populaire brésilienne. Parce que jusque-là, on joue essentiellement de la samba, du carnaval. Et certains musiciens qui ont été un peu en contact avec la culture du jazz américain ont eu envie d'apporter ça et de rénover un petit peu la musique brésilienne. Et c'est là qu'on va voir apparaître un nouveau style qui s'appelle la bossa nova. Alors la bossa nova, ça veut dire la bosse nouvelle. Hein, c'est vraiment le mot, la traduction c'est ça. Alors la bosse dans le sens bosser, dans le sens, voilà, j'ai la bosse du jazz, c'est-à-dire que je bosse mon jazz et je l'intègre à ma musique, à ma culture, vous voyez. Et c'est la nouvelle bosse, c'est nouveau, ouais, c'est la nouvelle bosse à l'époque. Et donc c'est tout simplement Antonio Carlos Jobim, qui est très connu, hein, qui est un guitariste, chanteur très très connu de ce style-là, qui est considéré plus ou moins comme l'inventeur, puisqu'il sort en 1958 un album qui s'appelle Chega de Saudade. Et cet album, c'est considéré comme le premier album de bossa nova. Et c'est justement le morceau de cet album qu'on va vous interpréter maintenant, Chega de Saudade. Alors, Chega de Saudade, pardon, je ne parle pas forcément très bien portugais, ça signifie plus de blues. Alors la saudade, c'est le blues du pays, en portugais, vous voyez. Donc en fait, il y a un rapprochement entre le blues, le noir américain qui chante son malheur avec sa guitare et sa voix, et cet aspect-là, en fait, effectivement, du Brésil, de la saudade. Donc voilà, on va vous interpréter ces morceaux. C'est parti. Alors si, quand même, toujours, ma petite citation avant de commencer. Tiens, bah oui, parce que si j'oublie ça. Alors là, c'est une citation d'Erik Satie. Alors Erik Satie, c'est un compositeur français hein, du début du XXe siècle, qui a composé de la musique, beaucoup de musique de cabaret, de music-hall, et qui a fait quelques pièces aussi qui sont assez connues pour piano, en particulier. Et voici ce qu'il disait du jazz. Le jazz nous raconte sa douleur et on s'en fout. C'est pourquoi c'est si beau et si réel. Avec une bonne voix. Chega de Saudade. 1, 2, 3, 4.
bossa nova, des couleurs de jazz avec des rythmes afro-cubains. Voilà, et un afro-cubain au quotidien, enfin, d'origine en tout cas d'Amérique du Sud. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse importante parce que c'est vrai que ça a beaucoup apporté au jazz en fait aussi, c'est mélange, hein, c'est mariage avec d'autres cultures, d'autres styles. Alors maintenant nous allons passer encore à autre chose, parce qu'on essaie de balayer un petit peu comme ça différentes périodes du jazz, on ne pourra pas tout faire, hein, parce que sinon on pourrait prendre 3 heures, même plus que ça, je pense. 3 ans. Ouais, 3 ans même, ça serait peut-être... donc là on va enchaîner maintenant avec un autre style dans le jazz qui s'appelle le bebop. Alors le bebop, ça c'est les années 40. Et c'est un style qui se veut un petit peu plus, comment dire, plus approfondi, plus complexe, peut-être plus intellectuel aussi, que le jazz swing qu'on a joué avant, c'est-à-dire... En rupture avec le swing. Voilà, en rupture totale avec le swing, c'est-à-dire déjà beaucoup de thèmes qui sont plus destinés aux instruments, beaucoup moins de thèmes destinés aux voix. Donc, en général, plus virtuose, plus rapide, plus de notes, parce que les instruments permettent ce que les voix ne permettent pas, c'est d'aller très vite. Et effectivement, le bebop se caractérise surtout par ça, c'est-à-dire un tempo furieux, un tempo qui fonce. Ça... Ok, alors, bebop style. 1, 2, 1, 2, 3.
voilà, vous voyez, hein, c'est quand même autre chose, et puis c'est pas vraiment un thème chantant, hein, au sens où on avait entendu avant dans le swing. C'est vraiment une approche esthétique très différente. Eh bien, forcément, on a parlé de la réaction au swing, qui était le bebop, hein, qui est une façon finalement de laisser les musiciens s'exprimer pleinement, les instrumentistes, sans dépendre finalement de la voix, d'être complètement libre, de jouer comme ils l'entendent, avec autant de notes qu'ils l'entendent. Et finalement, cette période est une période où beaucoup de gens vont commencer à se dire, bon, déjà ça devient compliqué, hein, c'est chargé, il y a beaucoup de sons en même temps, les harmonies sont compliquées, etc. Donc il y a une réaction bebop, forcément, après ça. Et la réaction bebop, ce sont les années 60, et c'est tout d'abord le cool jazz, c'est-à-dire exactement l'inverse. L'idée, c'est de revenir à des choses qui sont plus ressenties, moins de notes, avec plus d'intention dans chaque note. Et il y a un compositeur, enfin un artiste, qui vraiment représente cette période-là, typiquement, c'est Miles Davis. Voilà, on le connaît beaucoup pour cette période-là, mais il faut savoir que Miles Davis, c'est un musicien qui a été dans le bebop, qui en est sorti, et puis qui, après le cool jazz, va continuer aussi à évoluer. Il va voyager à travers tous les différents styles de jazz qui vont être inventés au fur et à mesure de l'histoire. Le morceau qu'on va vous jouer est issu d'un album qui s'appelle Kind of Blue, qui est un des albums les plus vendus de l'histoire du jazz, un des plus connus. Kind of Blue, une sorte de bleu. Et ce morceau s'appelle All Blues. Donc on est encore, vous voyez, en référence avec le blues, mais là encore c'est une approche différente. Voilà, c'est-à-dire c'est le blues dans la vision cool jazz, dans la vision beaucoup plus posée. Et d'ailleurs pour ceux qui ont des petites références dans la musique classique, ça peut faire un peu plus penser à des compositeurs modernes comme Debussy ou Ravel, c'est-à-dire des compositeurs qui jouent beaucoup sur l'harmonie, sur la couleur. Et voilà, on est dans cette recherche de couleur plutôt que de rapidité et de virtuosité. Vous voyez? Voilà. Donc, All Blues, Miles Davis. Petite citation pour caractériser ce style-là aussi. Alors là, c'est un philosophe et écrivain roumain qui a beaucoup vécu en France, qui s'appelle Émile Michel Surian. Je ne sais pas s'il y en a Surian. Comment on dit? Ouais, Surian, c'est ça. Et qui a dit: à quoi bon fréquenter Platon quand un saxophone peut aussi bien nous faire entrevoir un autre monde? C'est parti.
ça fait du bien aussi. Hein. Une musique comme ça, très méditative, très contemplative. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce style-là. Alors, on va continuer maintenant avec un jazz un peu plus moderne. On enchaîne maintenant sur la fin des années 60. Et vous savez, l'album Kind of Blue dont je parlais juste avant, c'est un collectif de très bons musiciens qui accompagne Miles Davis. Et entre autres, le pianiste de cette formation-là s'appelle Bill Evans. Et c'est un grand monsieur du jazz qui a écrit énormément de thèmes. Bill Evans, Miles Davis en a dit ceci. Je l'ai noté. J'ai certainement beaucoup appris à son contact. Il joue du piano comme on doit jouer du piano. Et il faut savoir que si Miles Davis dit cela, c'est que vraiment il avait un immense respect pour Bill Evans parce qu'il est très connu, Miles Davis, pour au contraire balancer beaucoup sur les musiciens et dire de très mauvaises choses parce que c'était quelqu'un qui avait une exigence musicale, je dirais presque à la hauteur d'un compositeur classique. Vous voyez, vraiment, il avait un concept de A à Z de ce qu'il voulait faire comme musique, comme morceau. Et du coup, il avait une exigence terrible, ces musiciens, et d'ailleurs, il en a beaucoup tyrannisé, qui ont rapporté avoir beaucoup souffert au contact de Miles Davis. Bon, Bill Evans, je pense qu'il a peut-être moins souffert que les autres parce que Miles Davis avait beaucoup de respect pour lui. Et Bill Evans nous a composé beaucoup de thèmes qui sont restés très connus dans l'histoire du jazz, et dont celui qu'on va vous interpréter qui s'appelle Real Person I Knew. En fait, c'est un hommage à une personne dont le nom de famille commençait par Real, je crois. Donc bon, après, je vous invite à aller regarder les détails sur Internet si ça vous intéresse. Voilà, ce morceau, il s'inscrit dans l'idée qu'effectivement, on continue dans la même... dans la même esthétique d'écrire des chansons pour les instruments. Donc Bill Evans n'a pas écrit tellement de chansons, mais plus des grands thèmes qui sont joués au piano. Et c'est s'inscrit surtout aussi dans une démarche très moderne. Vous allez pouvoir entendre effectivement que le jazz, dans les années 60, commence à se rapprocher un petit peu de loin, mais un petit peu quand même, de la démarche des musiciens dits contemporains chez nous. Vous voyez, c'est-à-dire les compositeurs qui sont en rupture avec le passé, avec la tradition classique, et qui ont essayé d'inventer de nouveaux langages musicaux. Bill Evans s'inscrit un petit peu dans cette démarche-là, tout en étant quand même resté attaché aux racines swing, jazz. Alors du coup, c'est vrai que ça fait un musicien à part, parce qu'il a sa manière de swinger, très personnelle. Il a ses harmonies, ses couleurs, vous allez voir, c'est vraiment un tout autre style. Mais bon, là aussi, c'est encore du jazz, pour toutes les raisons que j'ai citées avant. C'est-à-dire musique improvisée, le jeu de la batterie avec la ride, le walking bass, tout ça est toujours présent. Allez, c'est parti. Oui, personnellement.
voyez, hein, c'est vraiment une démarche différente. Et voilà, c'est toujours des aventures intéressantes ces morceaux-là parce que on est obligé de beaucoup s'écouter. Là, vous avez vu, hein, on se regarde en permanence pour bien se suivre sur ce type de morceaux. Voilà, super. Alors maintenant, on va se rapprocher un petit peu plus de la période moderne et montrer que le jazz continue encore à épouser les nouvelles formes musicales qui apparaissent. Et là, on est dans les années 70. Voilà, les années 70, c'est ça. Donc, ça vient du fait qu'effectivement, dans les années 70, il y a vraiment une volonté de la part des Afro-Américains d'affirmer encore plus qu'avant leurs origines africaines. D'ailleurs, ça s'appelait le Black Power à l'époque. Hein. Vous avez connu cette période-là, ça, le point levé des populations noires américaines. Et ces musiques-là, elles sont plus du tout destinées aux Blancs. Alors là, plus rien à voir. D'ailleurs, c'est moins intellectuel, c'est beaucoup plus sensuel. Hein, c'est le funk, ça sert à exprimer la fête et surtout le fait d'assumer son corps, de jouer avec, de danser avec, etc. Donc c'est des musiques extrêmement rythmées, extrêmement dansantes, et évidemment le jazz s'en empare. Et d'ailleurs il y a un pianiste de cette période-là qui s'appelle Herbie Hancock, qui est vraiment le pianiste du jazz funk, du jazz fusion, hein, depuis les années 60, les années 70, 80 et même encore aujourd'hui. Et Herbie Hancock est un pianiste qui a joué d'ailleurs aussi avec Miles Davis. Et j'ai une petite citation aussi, d'ailleurs, de Miles Davis sur Herbie Hancock, pour voir justement si c'est du même genre ou pas. Alors voilà ce qu'il disait de lui, il cherche trop à être intellectuel. Bon, déjà, ça commence mal. Bon, il faudrait des retouches. Mais c'est le meilleur. Donc, parce que quand je vous disais que Miles Davis il était très cassant, c'est effectivement le cas. Bon, si, voilà, pareil, il y avait beaucoup de style pour lui. Il faut savoir que Herbie Hancock a joué avec Miles Davis, lui, il avait 19 ans. Alors, il s'est mis sur son piano tout timidement. Au début, il avait vraiment la tronche, quoi, parce qu'il savait que Miles Davis, ça rigolait pas, quoi. Il fallait pas se planter. Et Miles Davis venait à côté de lui pendant les concerts, il disait arrête de jouer ces notes-là, trouve-en d'autres. Il lui disait ça sans arrêt. Ça lui mettait une pression terrible. Donc il a raconté ça, il a dit ouais, voilà, j'ai vécu un enfer, mais en même temps il a été formé à cette école-là, à cette exigence-là. Donc voilà, Herbie Hancock. Herbie Hancock qui est donc, oui, le pianiste de jazz fusion, et donc qui a composé un morceau avec Wayne Shorter en 1974, un morceau qui s'appelle Beauty and the Beast, donc La Belle et la Bête. Et voilà, c'est un morceau qui est assez intéressant parce que vous avez la bête, c'est le funk, c'est le Black Power, c'est la danse funk. Et la belle, c'est la bossa nova, qui revient dans ce morceau-là, vous allez l'entendre, dans la partie centrale. Donc c'est un jeu de contraste entre deux caractères différents. Et une petite citation quand même sur le jazz fusion en général, c'est un artiste de rap qui parle, c'est MC Solar, qui dit « Si le rap excelle, c'est que le jazz en est l'étincelle. » Pas mal, quand même. Allez, c'est parti. Je commets un crime. Je prends une partition. Alors, dans le jazz, on ne joue pas avec partition. C'est une musique de culture orale, purement orale. En fait, quand les musiciens américains voient que les musiciens européens prennent des partitions pour du jazz, ils se moquent de nous, quoi. Ils disent ouais, les gars, attendez, quand même, tu écoutes et tu refais, quoi. Normalement, ça marche comme ça. Bon, après, nous, c'est pas autant de culture qu'eux aussi, faut dire. On n'a pas forcément baigné depuis tout petit dans les chansons de jazz, etc. Donc ça peut se comprendre. Voilà, mais ceci, il faut que je l'apprenne quand même. Ça, ok, allez, c'est parti. Beauty and the Beast.
bête, hein, la bête, le funk, ouais, ça bouge bien. Hein. Alors en fait, le principe, c'est d'être plus répétitif aussi, vous avez vu, hein, qu'il y ait une énergie de rythme qui se mette en place et qu'on puisse se laisser embarquer et lancer là-dessus, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Bon, bien sûr, ici, c'est pas un pur funk, hein, l'idée, c'est aussi de mélanger du jazz, donc il y a aussi voilà, ce thème au milieu qui est un petit peu différent, etc. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour de période qu'on avait envie de vous montrer un petit peu. Très modestement, parce qu'il faut savoir que chaque musicien dont j'ai parlé a consacré sa vie quasiment à un style. Hein. Bon, à part Miles Davis, voilà, il a traversé tous les styles. Certains artistes ont traversé tous les styles, mais pour vraiment maîtriser chacun de ces styles, voilà. Donc souvent en jazz, on se dit plus spécialiste du blues ou du swing, vous voyez, souvent parce que c'est très difficile de tout maîtriser. Bon, mais nous, on est gourmands et curieux, donc on aime bien tout faire. Peut-être qu'on spécialisera, peut-être au fur et à mesure, on verra. Voilà, donc pour finir quand même, on va vous jouer un tout dernier morceau, très court, pour rendre un petit hommage. Et ce morceau, c'est pour vous montrer que, voilà, que le jazz aussi peut être très proche de la chanson, parfois. Et effectivement, il s'agit d'un morceau des Beatles, And I Love Her, que certains d'entre vous connaissent sûrement. Ce morceau-là, il a été composé donc, par William et McCartney en 1964. Et vous savez, c'est une petite ballade pop. Et justement, c'est intéressant de se demander, mais tiens, la pop, d'où ça vient, ce jeu-là, cette façon de jouer? Et bien finalement, oui, ça vient en partie du jazz. C'est-à-dire que sans le jazz avant, la pop n'aurait pas existé. Non plus. Vous voyez, hein, comme le rock, hein, c'est pareil, le rock, ça vient aussi du jazz, ça vient du blues, etc. Donc voilà, on va rendre finalement au jazz ce qui lui appartient, en ramenant cette petite chanson des Beatles à un style jazzy. Et voilà, on voulait terminer avec ça pour vous donner un petit moment de plaisir musical. Pardon ? Et oui, du coup, c'est vrai. D'ailleurs, on a choisi aussi de le prendre un petit peu sud-américain dans le style. Alors, juste pour finir, deux dernières petites citations. On va pas se quitter comme ça. Alors, deux citations à mettre en lien, en plus, c'est marrant. La première est de Philippe Gueluc, que vous connaissez sûrement, qui a écrit Le Chat. Voilà, c'est ça, tout à fait. Philippe Gueluc qui dit ce qui m'intéresse surtout dans le jazz, c'est que c'est un bon mot pour le Scrabble. Voilà, donc ça c'est l'école de la dérision, hein, on connaît, on sait très bien. Voilà, c'est Gueluc. Et je voudrais finir avec une citation de Nougaro, qu'on pourra mettre en parallèle avec celle-ci. Jazz, mot de 4 lettres, ainsi que jour, nuit, joie, mort, être et Dieu. Il était en forme. Ouais, très en forme. Peut-être qu'on l'a arrêté là parce qu'il aura peut-être continué. Allez, c'est parti.